C'est la seconde partie de l'Africa Newsroom et nous sommes toujours en compagnie de notre invité Emmanuel Adjovi, responsable des programmes Société de l'information au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes également en compagnie d'Alfred Chango et de Camille Sari, nos deux éditorialistes. Voici le dossier du jour. Le passage à la TNT permettra de proposer une offre plus large en matière de programmes et de chaînes de télévision. Aujourd'hui, des chaînes occidentales sont candidates à l'obtention de canaux de diffusion, canaux africains, précisons-le. Une réglementation va-t-elle être mise en place? Élément de réponse dans ce reportage signé Djibril Fofana, correspondant au Sénégal. L'Afrique avance à grands pas vers la télévision numérique terrestre. Sur le continent, le compte à rebours a commencé. Le passage à la télévision numérique terrestre est prévu pour le 17 juin 2015. À cette date, les chaînes de radio-télévision basculeront de l'analogique vers le numérique. Quelles seront les conséquences en termes de réglementation? Comment les acteurs de l'audiovisuel en Afrique se préparent-ils à cette révolution? Au Sénégal, au Bénin, un peu partout sur le continent, les structures en charge de la conduite du processus de basculement sont aujourd'hui à pied d'œuvre pour réussir ce pari de l'avènement de la télévision numérique terrestre. Ce qui est important ici, c'est de faire une réflexion globale pour arriver à un résultat dont la mise en œuvre va profiter à tout le peuple béninois. Le premier moyen, c'est les hommes. Et vous venez de constater la qualité des hommes qui viennent d'être mis en place. Le deuxième moyen, c'est la volonté du gouvernement. Le gouvernement béninois accorde un prix vraiment à cette révolution et apporte tout son accompagnement pour que nous puissions vraiment la réussir. La télévision numérique terrestre va profondément modifier les usages et les réglementations dans l'audiovisuel. Par exemple, sur le plan technique, le passage à la TNT va libérer une partie du spectre hertzien, rendant ainsi disponibles de nombreuses fréquences. Et justement, l'un des grands enjeux de la TNT réside dans l'usage et la répartition de ces nouvelles fréquences suivant un cahier de charges bien précis. Pour l'essentiel, les chaînes seront des chaînes privées. Il y aura toujours une ou deux chaînes publiques qui vont fonctionner. Les autres chaînes seront des chaînes numériques, évidemment avec la particularité que les nationaux seront privilégiés parce que nous imposerons très certainement qu'il y ait une partie de ces programmes diffusés-là qui soient des programmes endogènes, soit dans les langues nationales, soit dont les contenus concernent des besoins nationaux. Au Sénégal, au niveau de la télévision publique, la RTS, le basculement vers le numérique est à la fois attendu et redouté. Les défis techniques et en termes de contenu sont importants, car la libéralisation des fréquences s'accompagnera aussi de l'arrivée de nouvelles chaînes privées avec une gamme plus large de programmes de télévision. C'est un tournant qu'il ne faudrait pas rater. Nous avons aujourd'hui l'élargissement du champ démocratique avec la présence de beaucoup de télévisions qui seront portées par cette numérisation. Donc nous allons tous en même temps arriver au même moment. Il n'est plus question de dire que la télévision nationale du Sénégal, la RTS qui est la chaîne leader, est regardée à Tambacounda, TFM n'est pas là-bas ou 2STV n'est pas là-bas. Non, nous serons tous au même endroit en même temps. Alors, la bataille maintenant sera une bataille de contenu. Si pour la télévision publique, le processus est déjà en marche, au niveau des chaînes privées, un important travail de sensibilisation est en train d'être mené par le Comité national pour le passage de l'analogique au numérique, notamment sur les nouvelles réglementations, mais aussi et surtout sur les aménagements techniques à opérer. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel télédiffuseur, il a à s'occuper de toute la chaîne, depuis la production jusqu'au transport et jusqu'à la diffusion auprès de l'auditeur final. Aujourd'hui, avec le passage de l'analogique au numérique, nous allons avoir un multiplexeur unique pour tout le pays qui va s'occuper de faire le multiplexage selon les normes que nous aurons définies en termes de compression, en termes de transport, le DVB2, le MP4, etc. Et nous allons aussi avoir la même possibilité de diffuser sur tout le territoire national, non plus sur une portion, comme ils le font actuellement avec beaucoup de difficultés. Passer de l'analogique au numérique, c'est aussi s'adapter à cette nouvelle configuration
caractérisée par un accès aux programmes de télévision sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qu'a bien compris la radio-télévision du Sénégal, la RTS, à travers une stratégie de développement d'antennes régionales. Au moment où je vous parle, nous avons découpé le Sénégal en zones géographiques pour y implanter des stations régionales de télévision. Cela veut dire que nous allons, avec cette TNT, être beaucoup plus proches de nos téléspectateurs dans les régions. Il y aura une chaîne à Ziguinchor pour représenter cette région sud, une chaîne au nord pour représenter la région du fleuve, une chaîne à Kaolack. Donc ça, ce sont les stations de relais que nous allons implanter pour être très proches des populations, vivre avec eux leur réalité. Le passage à la télévision numérique terrestre impliquera aussi des réglementations dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Aujourd'hui, au niveau de l'UAT, l'Union africaine des télécommunications, des accords existent entre les différentes chaînes nationales. Mais avec la TNT, des évolutions sont à prévoir, notamment dans les zones frontalières. Le passage de la télévision analogique à la télévision numérique elle-même devrait permettre, dans les frontières, d'aller au-delà. Parce que vous savez, c'est les mêmes plages de fréquences qui vont être appliquées dans tout ce qu'on appelle la zone 1 qui va jusqu'au Kazakhstan. Et donc, si des pays le veulent, ils peuvent parfaitement émettre sur les mêmes longueurs pour les mêmes types de chaînes qui sont mutualisées. Ça ne posera pas de problème, mais ce seront des discussions internes entre les pays. Aujourd'hui, le continent est à un tournant de l'évolution de son paysage médiatique. La TNT est à la fois une révolution, mais aussi un défi pour l'audiovisuel africain. Le défi d'améliorer le contenu des programmes et de s'approprier la technologie numérique. Car cette transition numérique va au-delà de l'audiovisuel. Elle impliquera aussi des évolutions dans le domaine des télécommunications, avec notamment l'Internet à très haut débit. Emmanuel Adjovi, on a beaucoup entendu conditionnel, hein, il faudrait, notamment Christian de Souza qui nous disait qu'il faudrait une réflexion globale. Ce n'est pas encore le cas. 1 an et demi, vous trouvez ça inquiétant ou non? On a encore le temps. Je crois qu'il faut relativiser parce que le processus a effectivement pris du retard à l'allumage au niveau des pays africains. Mais ça a effectivement commencé et l'Organisation internationale de la francophonie accompagne ce processus-là dans plusieurs pays. Je peux en témoigner parce que je suis en charge de ce dossier-là au sein de l'OIF. L'OIF avait travaillé depuis 2009 en réalité en organisant un certain nombre d'ateliers de sensibilisation au niveau d'abord africain, des experts de haut niveau qui ont travaillé pour voir dans quelle mesure l'OIF peut accompagner le processus et aider les pays à avancer. Et cela a été fait également au niveau de plusieurs pays, des rencontres de sensibilisation sur les enjeux de la TNT, parce que cela comporte beaucoup d'enjeux que je ne pourrais pas détailler ici. Mais je dois dire aussi que l'OIF a mis en place, a élaboré un kit de tests juridiques en s'inspirant des expériences de la France, du Canada, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une partie de la Belgique et de la Suisse. Et l'OIF a mis à disposition également ce guide de tests juridiques pour accompagner le processus. Donc au niveau des différents pays, on a noté qu'il y a déjà la mise en place des comités nationaux de transition parce que ce processus-là nécessite le rassemblement de tous les acteurs pour comprendre les enjeux, travailler ensemble parce que... Mais les acteurs pays par pays ou alors à une échelle sous-régionale? Vous avez vu par exemple au niveau du Sénégal, Amadou Top a été nommé directeur exécutif du comité national, mais avant lui, il y avait un comité qui avait préparé la stratégie. Et l'OIF avait contribué à tout cela. Donc, la stratégie pays. Donc, par pays, il y a un certain nombre de pays qui disposent déjà de leur stratégie. C'est le cas du Burkina Faso qui dispose de sa stratégie, c'est le cas du Cameroun, c'est également au niveau du Togo qui attend la validation du gouvernement. Donc il y a
dans un certain nombre de pays des stratégies qui ont été déjà élaborées. Maintenant, il reste... Souvent ce qu'on reproche au continent africain, aux pays africains, de ne pas faire de politique commune, mais de faire chacun de son côté une réglementation différente, alors que justement ce serait l'occasion d'en faire une globale, non? Oui, il y a plusieurs étapes, plusieurs niveaux. Disons que sur le plan africain, il y a des efforts de convergence qui ont été déjà effectués sous l'impulsion de l'Union africaine des télécommunications. Avec l'Union africaine des télécommunications, les normes de compression et de diffusion ont été adoptées. On peut rappeler MPEG-4 pour ce qui concerne la compression et DVB-T2 pour ce qui concerne la diffusion. Ça a été adopté à ce niveau. Il y a un travail aussi intense qui se fait au niveau de l'UEMOA. Je serai samedi prochain à Lomé pour participer à une rencontre de l'UEMOA. Dans ce cadre-là, l'UEMOA également a mis en place un processus pour que les acteurs de l'UEMOA s'emparent du dossier. Au niveau de la CEDEAO également, les normes techniques ont été adoptées. C'est en Afrique centrale qu'il y a des progrès à faire à ce niveau-là. Mais de façon globale, on s'est déjà rendu compte qu'il y a un effort qui est fait dans la majorité des pays. Il y a encore quelques pays qui ont des difficultés de démarrage. Je crois que ça va venir avant les 18 mois. Il faudrait de toute façon. Oui, tout à fait, parce que... mais à ce niveau-là, il importe de distinguer parce qu'il y a deux échéances. Il y a une échéance en 2015 qui concerne la bande haute, UHF, et 2020 pour certains pays qui ont choisi cela en ce qui concerne la bande basse et VHS. Quel pays par exemple? Pour ce qui concerne le Bénin, le Nigeria, c'est 2020 pour cette bande-là. Le Cameroun a choisi de 2015 pour ce qui concerne l'ensemble de Alfred, processus. alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est en train d'être mis en place et notamment en matière de réglementation, ce qui est en train d'être fait? Bon, au niveau à la fois de la production, de la diffusion, de la répartition des canaux ou de la préparation des bouquets, etc., on a entendu parler du multiplexage, de la séparation entre les tâches des uns et des autres. On ne peut pas être à la fois diffuseur et puis producteur des émissions. Tout cela, ce sont des bonnes choses qui se mettent en place. Mais je n'ai pas entendu quand même parler des consommateurs. Quelles sont les garanties ou les politiques qui visent justement les usagers de ces télévisions une fois qu'il y aura ce passage de l'analogique au numérique. Est-ce qu'ils vont être protégés? Quand on prend un pays comme la France, on a vu effectivement que à la fois l'État a conservé quand même la fonction de réglementation du droit justement d'accès à tout le monde, et on le voit par exemple lorsque les opérateurs essaient de s'entendre sur le dos des consommateurs. Il y a justement une agence qui rappelle à l'ordre et qui fait payer des amendes justement. À ce niveau-là, je peux apporter des précisions. En fait, c'est un processus qui comporte plusieurs étapes. Il y a au niveau de la réglementation, effectivement, il faut mettre en place une réglementation qui concerne le déploiement du numérique et l'extinction du signal. Et ensuite aussi, ou même, faire même ça au même moment, c'est ce qui est souhaitable. C'est vrai, la France a fait ça en 4 lois. Il y a eu 4 lois en France, mais on peut s'inspirer de cette expérience et c'est tout là l'intérêt du travail effectué par l'OIF. Prendre en compte le contexte, la réglementation de l'audiovisuel dans le contexte de la convergence vers le numérique. Et c'est à ce niveau-là que des questions peuvent être réglées en ce qui concerne la protection de l'enfance et de l'adolescence, la protection du consommateur. Et vous avez des préoccupations, et je l'ai remarqué, liées au contenu. Ça, c'est le nœud du problème. Parce que, vous savez, le tissu économique de la plupart de ces pays n'autorise pas la multiplication à l'infini des chaînes. Et c'est à ce niveau qu'on appelle l'attention des responsables politiques de regarder l'économie du secteur.
c'est à partir de l'économie du secteur qu'on doit se projeter pour voir quel type de paysage audiovisuel on souhaiterait avoir dans les années à venir. Et en fonction de cette économie du secteur, on doit avoir une réglementation appropriée aux différents niveaux. Alors, est-ce que M. Adjoui a répondu à vos interrogations? Oui, mais il reste la question, si vous voulez, de la qualité aussi, hein, de l'offre. On y reviendra, donc la qualité. On va voir si Camille également a quelques petits points qui l'interpellent. Moi, les points qui m'interpellent, c'est la mise en commun des moyens. Là, maintenant, on le voit, il y a de grandes chaînes, des puissances d'argent qui décident d'acheter tous les droits de télévisuels pour la diffusion des matchs de la Coupe du Monde, etc. Et après, ça se négocie. Donc, on a privé des millions de téléspectateurs africains de suivre tel ou tel match, y compris la CAN, ça y est, les droits ont été achetés. Donc, il faut vraiment aller dans la mise en commun. Pour acheter le matériel, par exemple, de l'Union fait la force, il faut vraiment une centrale d'achat pour l'achat du matériel, parce qu'il faut rénover le matériel, mais aussi l'achat des programmes, l'achat également des droits, de voir comment les unions ou par région se dotent de structures pour négocier. Et dernier point, c'est par rapport donc à l'envahissement par des programmes qui viennent des États-Unis, par exemple, pour ne pas les nommer. Comment faire pour avoir des séries africaines où il y aura des Camerounais, des Béninois, des Ivoiriens qui vont jouer dans le même film. Camille, on a déjà un peu parlé dans les débats précédents, mais pour revenir à votre première préoccupation, c'est-à-dire la mise en commun des moyens, c'est très important. Alfred parlait de la qualité. Il y a un troisième point, effectivement, l'obtention des canaux par des chaînes occidentales. Alors, est-ce que vous avez la possibilité de nous... Je crois que nous sommes aussi là à un point très critique. Oui. C'est-à-dire que le processus de transition vers le numérique mérite véritablement un encadrement juridique sérieux. Qu'est-ce que je veux signifier par là? Sans un encadrement juridique qui commence déjà au niveau du Parlement, donc avec le législateur, si on ne mettait pas en place des lois pour réglementer le processus, on peut être confronté à des problèmes sérieux comme du genre de ceux que vous êtes en train de soulever. Et à l'OIF, par exemple, est-ce qu'on est pour ou contre le fait que des chaînes occidentales puissent avoir des canaux en Afrique? Ça, ce n'est pas un problème. Ça dépend du pays. Parce que à l'intérieur du pays, si on se dotait de lois dont je parle, on peut, au niveau de la loi, fixer un certain nombre de règles de contribution de ces chaînes à la production audiovisuelle locale. Donc, la mise en place des quotas de diffusion et des quotas et les obligations d'investissement dans la production. Donc, de ce point de vue, le problème n'est pas un problème d'envahissement. C'est la capacité du pays à mettre en place une industrie audiovisuelle. Et moi, dans mes réflexions, je dis que les pays doivent essayer de dépasser les frontières nationales et créer un marché de l'audiovisuel régional. Et nous travaillons avec l'UEMOA pour qu'on essaie d'aller vers un marché régional. Parce que c'est avec le régional qu'on pourrait avoir un marché de poids et on pourra faire la concurrence avec les télévisions étrangères. Et il faut aussi travailler sur le matériau humain. Je veux dire le renforcement des capacités. Le ministre de la Communication béninois, Komi Kouché, qui disait qu'effectivement, il y avait l'aspect humain. Il faut former les personnels. Je crois qu'il y a une grande campagne de formation à organiser et faire en sorte que chaque pays dispose d'une masse critique de producteurs, en tout cas de tous les acteurs de la chaîne de production, pour pouvoir peser sur la production. Cela suppose également qu'on mette en place un système pour la protection des droits d'auteur, des droits de propriété intellectuelle. Donc, pour moi, la transition vers le numérique est une opportunité pour les pays africains pour réorganiser leur paysage audiovisuel et transformer ce paysage
en une véritable industrie audiovisuelle. Vous disiez aussi, et vous êtes également d'accord, Alfred. Oui, qui rapporte absolument des revenus, des ressources à ces États-là. Ça, c'est important à signaler. C'est une chance, effectivement, pour l'Afrique. Mais moi, j'irai encore plus loin. Puisque l'Afrique entre dans cette économie de marché, justement, alors Camille soulevait le fait des risques monopolistiques de certains États, de certaines chaînes, justement, de s'accaparer. Mais lorsqu'on est dans l'économie de marché, effectivement, il y a des groupes qui ont cette puissance-là. Aujourd'hui encore, je termine là, juste là, et puis vous intervenez, Camille. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, en Afrique, on capte justement ces chaînes-là. Par exemple, le canal Horizon a un bouquet Afrique. Les pays reçoivent, achètent justement ces programmes-là. Je pense effectivement qu'on ne peut pas arrêter ce mouvement-là, mais il faut l'encadrer juridiquement pour tirer des profits aussi pour les États. Rapidement, sur la formation, on peut avoir les technologies, le matériel extraordinaire. Moi, je fais... le problème essentiel, c'est la formation. Ça ne peut pas marcher si les gens ne sont pas formés. Nous, on l'a vu avec le Vietnam, on a une expérience, on a fait venir des techniciens qu'on a formés sur du nouveau matériel. Donc, il faut trouver les moyens pour faire de la formation en commun, pour faire des économies là aussi. Chaque télévision ne pourra pas le faire. Nous arrivons au terme de ce débat. On va rappeler les sujets dont nous avons débattu en première partie d'émission. Lundi s'est tenue à Abidjan une rencontre entre les dirigeants du FPI et du RDR qui représentent l'opposition et le pouvoir. Autant dire que cet échange a fait couler beaucoup d'encre et a suscité chez certains l'espoir de dialogue durable. Une autre rencontre a eu lieu au Vatican entre le président congolais Denis Sassou Nguesso à la tête d'une délégation de 15 personnes et le pape François. C'était d'ailleurs le 4e chef d'État africain à avoir été reçu par le pape argentin. Retrouvez-nous dans quelques instants pour la 3e partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.